Frédéric Chaumont pour la chaîne Agora TV et la chaîne Jasper Madère. Bonjour à tous. Voici les différents titres qui seront abordés sur cette vidéo. Emmanuel Macron dans ses petits souliers. La porte de sortie n'est plus très loin. Benyamin Netanyahou dans la tourmente. Il serait coupable de génocide. Mais pour commencer, allons à Berlin. Plus de 50 000 Berlinois sont sans abri. J'ai bien dit 50 000, c'est donc pire qu'à Paris. Près d'un quart d'entre eux sont des femmes avec enfants. Les associations veulent attirer l'attention sur ces conditions par une protestation, car les prestations sociales sont continuellement en baisse et tout comme en France, l'Allemagne distribue ses milliards à l'Ukraine. En Allemagne, comme en France, l'argent est tout d'abord utilisé pour essayer de déclencher une troisième guerre mondiale. La survie des indigents semble nettement moins urgente pour les oligarques qui se gavent de plus en plus. Dans la nuit du 20 au 21 novembre, le Sénat a essayé de trouver une solution pour nous prendre encore un peu d'argent. Juste 2 petits milliards. 2 milliards et demi. Et ils ont eu une idée géniale, faire travailler les Français 7 heures supplémentaires non rémunérées. Fallait y penser, c'est tout simple. C'est comme l'idée de supprimer un jour férié supplémentaire, ça semblait impopulaire. Ils se sont dit que sous cette forme, ça passerait mieux. Pourtant, ça revient exactement au même. Ah mais non, ça fait 7 heures au lieu de 8. Effectivement, c'est nettement moins pire. Quand nous vous disions que les dictateurs veulent nous réduire en esclavage, on peut constater que petit à petit, ils vont y arriver. En attendant, du côté des oligarques, les conditions de vie ne cessent de s'améliorer. Pour les députés européens et Ursula von der Leyen en tête, un dispositif de revalorisation permanente des salaires permet à tous ces gens-là de gagner toujours plus d'année en année. Génial. Évidemment, ce dispositif est réservé aux gens importants, donc pas vous ni moi. Message relayé par Julian Assange sur Internet. Le grand boom, le message de Trump fait trembler le monde. Dans 3 jours, nous rentrons chez nous. Donald Trump a déclenché une vague d'excitation et de spéculation avec une déclaration énigmatique « Dans 3 jours, nous rentrons chez nous ». Ce message, publié juste avant le 22 novembre 2024, 61e anniversaire de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, a enflammé les réseaux sociaux. Un message mystique ou une bataille finale ? Pour ses partisans, cette phrase symbolise un retour à la vérité, à la justice et la fin du contrôle des élites cachées, le Deep State. Mais que signifie réellement « rentrer chez nous » ? Est-ce une métaphore pour un grand réveil ou une révolution imminente ? Et pourquoi le 22 novembre ? Cette date liée à JFK renvoie à un symbole fort, la quête de vérité après des décennies de secrets et de conspirations. Trump serait-il en train de poursuivre la lutte de JFK contre des forces occultes ? C'est fort probable. Que peut-on dire sur les nombres et leur signification ? Certains analysent le message à travers la gématria, une méthode numérologique, y trouvant des liens avec des phrases comme « la fin n'est pas pour tout le monde » ou « l'effondrement de l'illusion ». Le chiffre 144, souvent considéré comme divin, renforce cette interprétation reliant Trump, JFK et le destin de l'Amérique. Quoi qu'il en soit, cet avertissement, comme beaucoup d'autres, s'avère plutôt trompeur, et en France, nous n'avons pas eu connaissance d'une action historique ou incroyable, contrairement à cette prévision. Toutefois, ce sont des choses qui peuvent réellement arriver si on en juge à la situation géopolitique actuelle, et un éventuel futur chaos n'est pas réellement un scénario de science-fiction. La Cour pénale internationale, CPI, a émis ce 21 novembre des mandats d'arrêt sans précédent contre le Premier ministre Benyamin Netanyahou et son ex-ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Certes, Israël ne fait pas partie des pays du statut de Rome, et c'est peut-être pour ça que Netanyahou, avec beaucoup d'aplomb, déclarera que ce mandat ne l'empêchera pas de défendre Israël.
Mais peut-on considérer que le massacre de civils innocents à Gaza ou au Liban constitue réellement une stratégie de défense? Il était temps, certes, que le Premier ministre israélien se calme. Malheureusement, il est fort probable que ce mandat d'arrêt se solde par un coup d'épée dans l'eau. Seule la vindicte populaire viendra à bout de cette énorme mouvance sioniste qui n'a fait que trop de dégâts et de pertes humaines. La chute de l'État profond entraînera avec elle ce dictateur déjà en chute libre et dont le pouvoir despotique est désormais en sursis. Pendant ce temps, à la Knesset, le chef de la coalition de gauche, Ayman Odeh, a raconté lundi en pleine séance l'expérience déchirante d'un père palestinien et a été arraché à la tribune après avoir critiqué les attaques de Benjamin Netanyahou contre Gaza. Voici une séquence que, évidemment, vous ne verrez pas à la télévision, ça va de soi. Il y a 17 038 bébés à Gaza que votre système a tués, Benjamin Netanyahou. Quelle est votre vision? Quelle est votre vision? Dites-moi. Au cours des 30 dernières années, avez-vous souhaité négocier la paix? Benjamin Netanyahou, je vais vous raconter l'histoire de Mahmoud Aboul Komsem, 32 ans, de Gaza. J'ai essayé pendant 2 mois avant la guerre, puis nous avons vécu le voyage de déportation. Nous nous sommes déplacés d'un endroit à l'autre du nord jusqu'à ce que nous atteignions Dar al-Bala. Le samedi 10 août, j'ai eu des jumeaux entre Obed Esser et Ezel. C'était après une césarienne difficile que ma femme, le docteur Juma Arfi, a subi. C'est avec joie que nous avons assisté à l'arrivée de nos premiers enfants. L'excitation était indescriptible. Le matin du mardi 13 août, je suis allé à l'hôpital avec joie. J'ai sorti mon acte de naissance pour mes bébés. Par joie, j'ai envoyé à ma femme des photos des certificats de naissance sur WhatsApp. Mon frère n'a pas répondu. Au même moment, j'ai reçu un appel d'un voisin qui m'a demandé si j'allais bien. J'ai répondu « Je vais bien ». Et il m'a dit « L'appartement que tu échanges est une bombe ». Je me suis dépêché, le cœur battant de peur et d'inquiétude pour le sort de ma famille. Le temps que je sois arrivé à la réception de l'hôpital et que certains voisins m'aient dit en tremblant, ils étaient à l'intérieur des morgues. 10 minutes ne se sont pas écoulées depuis que vous avez sorti l'acte de naissance, et soudain, je sors l'acte de naissance pour eux. Je me suis effondré. À Gaza, il y a 17 038 bébés que votre système a tués. Parmi eux se trouvent 825 bébés de moins d'1 an. À Gaza aujourd'hui, 35 055 bébés sont orphelins. Le sang de tout le monde vous hantera. Et vous êtes audacieusement en colère d'être placé dans le Beit Din Haag. Benjamin Netanyahou, quelle est votre vision? Quelle est votre vision? Dites-moi. Depuis 30 ans, vous êtes un tueur en série de la paix? Descendez du podium tout de suite. Descendez du podium tout de suite. Descendez. Descendez tout de suite, maintenant. Un tueur en série de la paix, quel est le problème? Quelle est votre vision? Un tueur en série à Kaflam? Pas ici. Un tueur en série de la paix, c'est vous. Descends du podium, tueur en série. Descendez d'ici, descendez. Monsieur Gilad qui arrive. Il y a des mots que l'on n'entendra pas à cette tribune. Un tueur en série est l'un d'entre eux. Merci. Monsieur Gilad qui arrive, s'il vous plaît. Expulsé pour avoir dit la vérité qui dérange. C'est comme ça que ça fonctionne. Emmanuel Macron, plus isolé que jamais. Le dictateur français, dans ses dernières actions néfastes, approuve le lancement de missiles à longue portée de l'Ukraine vers la Russie, tandis que le président Donald Trump va tout faire pour maintenir des relations diplomatiques avec Vladimir Poutine pour s'orienter vers une solution de paix. Le Roitelet veut tout faire pour laisser une trace de son passage dans l'histoire de France. Et en toute honnêteté, ce but est déjà largement atteint, même si ça se fait sur un bilan catastrophique. De plus, la guerre qu'il essaye inlassablement de déclencher serait la seule solution pour échapper à la justice populaire ou un éventuel Nuremberg II.
Son allocution au sein de la cathédrale Notre-Dame n'aura pas lieu, mais il fera quand même remplacer les vitraux de l'édifice en dépit du fait que les anciens vitraux ont été épargnés par l'incendie du 15 avril 2019, rappelez-vous. Laisser une trace de son passage semble être une priorité absolue. Mais pour revenir au conflit ukrainien, qui ne regarde pas du tout la France, Macron va désigner Vladimir Poutine comme un envahisseur, un colonisateur, en faisant totalement abstraction des accords de Minsk qui furent piétinés depuis 2014. Mais ça, on n'en parlera jamais. L'histoire avec un grand H, on s'en arrange toujours, et c'est pour cette raison que les livres d'histoire que nous retrouverons entre les mains de nos écoliers sont toujours incomplets. Notre nouvelle génération ne comprendra jamais ce qui se passe aujourd'hui si on ne leur donne pas tous les épisodes du passé. Et c'est là que commence l'endoctrinement et la moutonisation par l'ignorance. Le mensonge constitue effectivement la principale stratégie du pseudo-président Emmanuel Macron. C'est aussi pour ça qu'on ne l'aime pas. Vous saviez que j'allais le faire. Mais pour un comportement plus civilisé, vous serez certainement d'accord avec moi que nous allons tous ensemble indiquer à ce monsieur la direction de la porte de sortie. Monsieur Macron, préparez vos cartons. Nous ne voulons plus de vous. Chères résistantes et chers résistants, n'oubliez surtout pas de rejoindre au plus vite nos valeureux agriculteurs qui sont déjà sur le terrain pour nous tous. C'est notre devoir de les accompagner dans la reconquête de notre souveraineté. Je vous dis à très bientôt.